Je remercie les trois intervenantes que je vais présenter dans un instant, de bien vouloir d'avoir accepté de participer à cette table ronde, dont le thème est l'histoire du livre, une invention chartiste, point d'interrogation. Je souhaite d'emblée excuser Jean-Marc Châtelain qui devait également participer à cette table ronde, mais qui a été empêché malheureusement par un empêchement personnel de dernière minute. Donc cette table ronde, autour de cette question qui va non pas nous éloigner des aspects abordés durant la première partie de l'après-midi, mais plutôt les compléter, puisqu'il était question à la fois d'écriture manuscrite jusqu'alors et de collecte de documents, de collecte orale d'une autre nature, va nous amener dans le monde de l'imprimé, autour de l'histoire du livre, avec trois intervenantes que je vais présenter dans un instant. D'abord Christine Bénévent, je vais procéder en fait alors pour vous, public de gauche à droite. Christine Bénévent, qui est actuellement professeure d'histoire du livre à l'École nationale des chartes, pour l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle. Elisabeth Parinet, qui est professeure encore émérite, je crois, à l'École nationale des chartes, et qui était professeure d'histoire du livre et des médias depuis le début des années 1990, je crois, 1992, Elisabeth, vous me... 11, jusqu'en 2014. Et enfin, Isabelle Diu, qui est conservatrice générale des bibliothèques et qui est directrice de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, et que par ailleurs les élèves de l'école des chartes connaissent pour partie très bien, puisque Isabelle, tu as dirigé pendant de nombreuses années la bibliothèque de l'école, à l'époque sise au 19 rue de la Sorbonne. Alors, pour commencer cette table ronde, évidemment, et vous l'avez vu, parmi les intervenants de cette table ronde, deux d'entre elles sont ou ont été enseignantes à l'école. Se pose évidemment la question de l'enseignement de l'histoire du livre à l'école, de ce qui s'est produit depuis, je dirais en fait, une origine. Alors, est-ce que l'origine est quelque chose d'historique? C'est une autre question, qui serait celle de l'enseignement d'Henri-Jean Martin, bien entendu, Henri-Jean Martin, qui lui-même a enseigné à l'école jusqu'au début des années 1990 cette histoire du livre. Henri-Jean Martin, il a été question de Lucien Febvre ce matin, qui, pour le coup, touche artiste qu'il fut, n'a pas été mis à l'écart par Lucien Febvre, puisque c'est avec lui qu'il a écrit cette fameuse apparition du livre classique s'il en est, que sous l'égide d'Elisabeth Parinet, mais aussi d'Annie Charon, nous avons tous appris par cœur lorsque nous étions élèves à cette école. Alors peut-être, je ne sais pas qui souhaite commencer sur la question justement de l'enseignement de l'histoire du livre à l'école. Christine, tu sembles allumer ton micro. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Alors, en guise quand même de liminaire, on voudrait tous insister sur le point d'interrogation du titre qui va faire l'objet justement de nos réflexions. Et on peut partir tout simplement du fait que, je vais enfoncer des portes ouvertes pour commencer, mais que l'histoire du livre imprimé, en tout cas en tant que pratique, en tant qu'enquête historique, elle est évidemment aussi ancienne que l'histoire de l'imprimerie. Sous une forme, elle s'est élaborée sous une forme qui s'est longtemps intitulée, ça c'est un point qui me semble important, Histoire de l'imprimerie. Et le fait de passer de l'histoire de l'imprimerie à l'histoire du livre, un certain nombre d'implications épistémologiques qui seront intéressantes peut-être à examiner d'un petit peu plus près. Et dans cette histoire du livre telle qu'elle se pratique depuis la fin du XVe et début du XVIe siècle, l'accent a toujours été mis sur les débuts de l'imprimerie, et c'est quelque chose qui reste vrai pendant assez longtemps à l'École nationale des chartes. Après, la question de l'enseignement de l'histoire du livre, évidemment, se pose de façon différente et fait que l'École nationale des chartes devient absolument centrale dans l'appréhension qu'on peut en avoir, puisque c'est dans le cadre des cours mis en place à partir de 1847, dans l'idée de former les élèves de l'école, entre autres, à la possibilité d'exercer un métier de bibliothécaire, que désormais, on va essayer d'intégrer cette dimension dans les enseignements.
Donc c'est l'ordonnance du 3 décembre 1846 qui indique bien que désormais un certain nombre de postes sont réservés dans les bibliothèques publiques pour les élèves de l'école. Et donc au départ, on a simplement un enseignement qui est de bibliographie. Ces intitulés vont énormément varier au cours du temps. La façon dont les chaires, qui n'existent qu'à partir de 1869, donc une chaire qui intègre le terme de bibliographie dans son intitulé, en fait, c'est assez intéressant de voir au fil du temps, jusqu'en 1970, comment la bibliographie et les bibliothèques sont appareillées ou au contraire séparées des archives. Et la tendance n'est pas linéaire, c'est-à-dire on a des moments où elles sont rassemblées au départ, puis séparées, puis à nouveau rassemblées, puis reséparées. Donc il y a là aussi un certain nombre de présupposés qui sont intéressants à interroger. Et donc cette science du livre qu'est la bibliographie comporte une dimension historique, alors qui n'est pas évidente dans les premiers enseignements de Vallée de Viriville, lequel, il faut le préciser, ne part pas de rien non plus quand il élabore les cours qu'il va dispenser entre 1847 et 1869, puisque la Révolution française a voulu mettre la bibliographie, enfin, a essayé d'élaborer des outils permettant d'inventorier et de décrire tout ce patrimoine livresque qui a été mis sous la main de la nation. Et donc il y a le cours de François-Xavier Delair, qui est resté manuscrit, mais qui a été élaboré au moment où on voulait instaurer un cours de bibliographie dans les écoles centrales. Et François-Xavier Delair évoque, alors c'est une mention très rapide, il évoque le fait qu'il faut faire l'histoire des livres. Il ne précise pas exactement ce qu'il entend par là. En fait, l'histoire du livre en tant que telle va vraiment émerger plutôt à la suite donc, de la chaire occupée par Anatole de Montaiglon. Elle va surtout émerger avec Charles Mortet, qui reprend la chaire en 1895, et c'est le moment où la chaire se sépare. Donc, en 1869, vous avez la chaire de bibliographie et classement des bibliothèques et des archives, et en 1895, donc, les deux chaires sont séparées, et Charles Mortet va occuper la chaire de bibliographie et services aux bibliothèques. Il organise un cours en 3 parties, dont on a un témoignage vraiment très documenté grâce à des notes de cours qui ont été prises par Jean Perronnet, qui sont conservées aux archives. Une de ces parties donc, met en jeu ce qu'il appelle l'histoire du livre. Il s'agit, je le cite, de présenter les éléments essentiels et les caractéristiques qui distinguaient extérieurement les livres aux diverses époques de l'histoire, depuis l'Antiquité classique jusqu'au XXe siècle. Alors là, ce qui est intéressant tout de suite, c'est de noter que la perspective est une chronologie très longue qui englobe le manuscrit et pas seulement l'imprimé, et que ce qui semble au cœur des préoccupations, ce sont les formes du livre. En fait, on se rend compte que quand on lit précisément le plan qu'il a suivi, que c'est quand même une histoire qui est déjà très, très élaborée, qui met en jeu des aspects techniques, évidemment, mais aussi des aspects économiques, des aspects sociaux. Donc, on ne part pas de rien non plus au moment où la chaire va vraiment comporter le terme d'histoire du livre en 1970, lorsqu'elle est confiée à Henri-Jean Martin. En revanche, ce qui semble perceptible dans ce que dit Henri-Jean Martin et dans les témoignages un petit peu qu'on peut avoir après-guerre, c'est qu'il y a peut-être eu un peu de statisme dans la suite, c'est-à-dire le cours de Charles Mortet était tellement déjà complet, abouti. Alors il ne l'a pas fait tout seul, il y avait René Poupardin avec lui, mais que finalement peut-être que ceux qui ont suivi ont moins innové en la matière. Et donc c'est vrai que en 1970, l'histoire du livre existe bien à l'école des Chartes, mais elle va évidemment prendre une dimension très différente sous la houlette d'Henri-Jean Martin. Mais là, je laisse la parole à mes collègues. Oui, donc Elisabeth, oui, sur Henri-Jean Martin.
Sur Henri-Jean Martin, oui, il y a eu un moment, Henri-Jean Martin, dans l'histoire du livre, qui est absolument crucial. Je crois qu'en fait, il y a 2 temps. Il y a effectivement l'apparition du livre, bon, qui a marqué. Et puis, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, il y a eu aussi l'histoire de l'édition française, qui, à mon avis, a eu un rôle très important dans une évolution qui s'est marquée. Puisque là, Christine parlait beaucoup d'enseignement qui était essentiellement centré sur l'histoire du livre à l'époque moderne. Et à partir de l'histoire de l'édition française, il me semble que d'un seul coup, il y a une prise de conscience qu'il y a aussi l'histoire du livre à l'époque contemporaine. Et dans un premier temps, c'est évidemment le 19e siècle. Et je pense que... Et puis, deuxième phénomène, c'est la façon dont l'histoire du livre devient majoritairement et un peu phagocytée par l'histoire de l'édition et des éditeurs. C'est dans les années 80, les années 90. Mais je ne pense pas que ce soit que Henri-Jean Martin... ce soit, comment je dirais, une rupture avec la pensée d'Henri-Jean Martin jusque-là. Au contraire, je pense que, enfin, peut-être est-ce que je reviendrai un petit peu sur l'expérience que j'ai eue, puisqu'il m'a happé pour écrire dans l'histoire de l'édition française sur la période contemporaine, donc les tomes 3 et tomes 4, donc ça paraît en 85 et 86. Il a eu de très grandes difficultés. Il y avait tout le travail de Frédéric Barbier, qui déjà avait soutenu sa thèse, qui avait fait son travail sur Levrault. Mais s'il a pris notamment une assez grande part dans le tome 3 sur l'histoire des éditeurs français, notamment sur Hachette, c'était, je dirais, pas son corps défendant, mais un petit peu, parce qu'il y avait un déficit d'historiens sur ces périodes-là. Autant pour les 2 premiers volumes, il avait tous les contributeurs qu'il voulait, parce que, alors, c'était pas forcément des chartistes, mais c'était majoritairement des conservateurs dans les bibliothèques, qui n'étaient pas donc tous chartistes, mais en gros, il avait le choix. En revanche, pour le tome 3 et le tome 4, il a fallu trouver, et c'est comme ça que moi, il m'a donné ma chance, effectivement, de participer, mais je démarrais absolument de zéro. Et il y a une grande part du volume qui est fait par Frédéric Barbier. C'est vraiment très très important. Ses contributions sont multiples dans le volume. Et on voit très bien que là, il y avait d'un seul coup une volonté d'avancer. Pour des raisons de conservation, c'est vrai aussi, parce qu'on commençait à prendre conscience que le 19e siècle allait tomber en poussière. Donc il fallait attirer l'attention des conservateurs sur cette production, mais aussi intellectuellement, bien sûr. Donc je pense que là, c'est le 2e temps. Et du rôle d'Henri-Jean Martin. Bon, on n'oubliera pas Roger Chartier dans l'aventure, hein, bien sûr, de l'histoire de l'édition française. Mais disons que là, il y a eu un 2e temps, et je pense une ouverture. Alors, une ouverture qui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, a marqué aussi les historiens, et les historiens d'une histoire qu'on va dire histoire culturelle, et qui va effectivement se développer à l'extérieur de l'école des Chartes. Juste avant peut-être de céder la parole à Isabelle Du, donc c'est quand même, pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez dit, Elisabeth, un 2e temps qui va se traduire quelques années plus tard par la création d'une chaire spécifique consacrée à l'histoire du livre à l'époque contemporaine, pour poursuivre sur la question des enseignements. Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, et alors je dirais que c'est peut-être un 3e aspect du poids d'Henri-Jean Martin dans cette école, c'est qu'il avait lui-même évolué, on l'a vu avec ses publications ultérieures, vers des recherches plutôt sur l'histoire intellectuelle. Et quand il a pesé, enfin, il y a des témoins des débats, je pense, internes auxquels moi je n'ai pas assisté, mais qui ont précédé mon recrutement, je pense qu'il a pesé justement
pour que soit créé cet enseignement de maître de conférence dans un premier temps, puis de professeur, qui allait élargir la palette au-delà du livre pour aller vers l'image et puis vers ce qu'on a appelé au départ les systèmes de communication. On a mis un chapeau très large, système de communication, dans lequel il y avait le livre. Et c'est lui qui a pesé, considérant... Alors, deux choses, je pense. C'était à la fois des considérations, alors lui et sans doute aussi tous les gens, le directeur de l'école et les professeurs qui étaient convaincus qu'il fallait effectivement que les professionnels qu'allaient être certains chartistes dans les bibliothèques devaient pouvoir aussi avoir des bases concernant les collections audiovisuelles. Vous en savez quelque chose. Donc, il y avait cet aspect lié à la pédagogie. Et puis, je pense aussi qu'il y avait dans son esprit cette idée qu'il y avait un développement possible de l'histoire du livre en direction d'une histoire plus large, histoire culturelle, mais histoire, comment je dirais, l'étude du travail intellectuel de façon générale, non seulement sur les textes, mais aussi sur les images. Et pour le coup, que ça valait la peine que l'école des Chartes vienne avec ce qui faisait son originalité dans ses méthodes, c'est-à-dire cette attention d'une part aux archives et cette attention à l'objet. Donc jusque-là, elle avait été très centrée sur l'objet livre, et l'idée c'était un peu d'élargir et d'avoir cette même méthode de regard sur l'objet lui-même. Oui, donc tout à fait, en utilisant d'ailleurs des moyens qui sont assez proches de ceux des profs de paléographie, puisqu'il y a aussi une collection de facsimilés de gravures à la bibliothèque de l'école, justement, qui a été constituée en particulier par Henri-Jean Martin. Alors, Isabelle, donc, sur ces aspects relatifs, justement, à l'enseignement et aussi aux recherches menées dans la foulée de cet enseignement d'histoire du livre. Oui, alors, moi je vais encore une fois apporter un peu un témoignage. Je regrette que ce témoignage soit à une seule voix. J'aurais beaucoup aimé le faire avec Jean-Marc Chatelain, puisque lui a été particulièrement proche d'Henri-Jean Martin. Bon, je ne suis pas une élève d'Henri-Jean Martin, j'ai suivi ses enseignements et avec beaucoup d'assiduité et d'enthousiasme, je dois dire. Mais donc c'est ce dont je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est que ce moment... Henri-Jean Martin, dans l'histoire de l'enseignement à l'école, nous a beaucoup marqué, parce que, pour moi, je venais de l'université et je découvrais totalement une discipline, on va en reparler ensuite, une discipline qui n'existait pas ailleurs, et aussi parce que ce cours était l'occasion d'échanges extrêmement fructueux entre les élèves, et aussi parce qu'il y a eu ces entreprises de publication dans lesquelles, avec une générosité assez incomparable, il nous a fait entrer. Et on était de jeunes élèves à l'école, enfin jeunes, plus ou moins jeunes, et il nous a aussi donné notre chance en disant... Ah, mais mon petit, vous travaillez sur telle chose, et ben vous allez me faire un encadré. Voilà. Et ça, pour moi, c'était vraiment les aspects les plus excitants de ces échanges intellectuels qu'on pouvait avoir à l'école, qu'on avait entre nous, entre étudiants à l'école, mais qui là se structuraient autour de cet enseignement et cette recherche en même temps sur l'histoire du livre. Oui, parce que c'était l'époque, Elisabeth Parinet l'a rappelé, de très grandes entreprises éditoriales. Hormis en fait l'histoire de l'édition, il y a eu ensuite le dictionnaire encyclopédique du livre. Alors là, c'est plus sous la direction d'Henri-Jean Martin. Mais c'est vrai que c'est des très grandes entreprises éditoriales, très encyclopédiques justement, qui ont peut-être un petit peu disparu du champ comme ça de l'histoire du livre, telle qu'elle s'est constituée comme, au fond, comme discipline en fait aujourd'hui. Alors d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Est-ce que l'histoire du livre est une discipline ? Le temps que
de la réflexion. Moi, je veux bien intervenir. D'abord pour, ça va faire la transition pour un point que j'ai oublié de préciser. Le micro. Pardon. J'ai appuyé 2 fois, donc c'est bon. Oui, j'ai oublié de l'évoquer dans la première intervention que j'ai faite, c'est que le cours initié par Charles Mortet, qui porte l'intitulé Histoire du livre, qui est le premier cours à porter cet intitulé, en fait, il est vraiment lié aux exigences du CAFB qui est mis en place à ce moment-là, donc le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, qui demande qu'il y ait une initiation à l'histoire du livre pour passer ce certificat. Et donc, il y a quand même une période où les cours sont un peu conditionnés aussi par les demandes des examens et des concours. Et ça, j'ai l'impression, enfin, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a quelque chose qui change quand même, peut-être avec Henri-Jean Martin, enfin, qui se détache un petit peu de cet élément-là. Alors, la question de la discipline histoire du livre... pour moi, il y avait un vrai enjeu stratégique à vouloir en faire une discipline, c'est-à-dire il fallait essayer d'obtenir des chaires. Enfin, on en a parlé à propos de la paléographie. Il faut pouvoir prouver qu'on a besoin d'une certaine expertise qui va justifier un enseignement. Et donc, il y a dans les discours que tient Henri-Jean Martin et que tiennent ses élèves par la suite, vraiment la volonté de revendiquer l'histoire du livre comme discipline, et en même temps d'affirmer qu'elle est pluridisciplinaire, transversale, qu'elle peut englober beaucoup plus. Et donc, dans cette contradiction, se loge le fait que, en tout cas à mes yeux, l'histoire du livre est moins une discipline, même si elle exige un certain nombre de compétences spécifiques, qu'un champ de recherche, et un champ de recherche qui, lui, pour le coup, doit être transversal, et doit s'ouvrir à d'autres objets, à la prise en considération de l'histoire des bibliothèques, de la question de l'image, voilà ce qu'on a. Voilà. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors je voulais aussi dire que moi, décidément, il est récalcitrant ce micro. Je voulais aussi dire que j'évoquais à l'instant le moment où je suis arrivée à l'école des Chartes, où j'ai passé le concours en venant de l'université et en ayant suivi un cursus universitaire jusqu'à l'agrégation. J'ai passé le concours de l'école des Chartes ensuite. Et moi, je suis arrivée avec une formation littéraire qui était centrée sur une approche essentiellement du texte, dans la perspective de Barthes. On avait le texte, et il n'y avait pas du tout d'approche du médium. Enfin, en tout cas, le texte était présenté comme devant faire l'objet de nos analyses, indépendamment de son vecteur, de son support. Et on était quand même extrêmement tributaire de cette vision et presque de cette idéologie venant de Barthes, relayée en tout cas par le premier Genette, qui marquait toutes nos études littéraires. Et pour moi, ça a été une très très belle découverte que de pouvoir interroger ces textes autrement, en les inscrivant effectivement dans une histoire de la transmission. Et je crois que c'est ça aussi que nous apprenait Henri-Jean Martin et que nous apprenait l'école des Chartes. Et à l'époque, c'était quand même extrêmement neuf. Je pense qu'on peut tout en témoigner. Enfin, Christine, tu reviendras peut-être aussi sur toi, ton appréhension de tes études littéraires un petit peu plus tard. Mais on a senti que ce moment, autour d'Henri-Jean Martin, mais aussi autour de tout l'enseignement qui nous était dispensé à l'école, était extrêmement neuf comme approche. Et justement, cette transmission des textes, ce regard philologique qu'on posait sur les textes, non pas simplement comme une sorte de contenu
immatériel qui se transmettait, peu importe comment, nous a vraiment formés et nous a appris à nous poser des questions de manière totalement différente. Voilà. Et ça, je crois que c'est important de dire que c'est tout le contexte de la formation chartiste dont on se l'est dit l'autre jour avec Jean-Marc, hein, quand on a préparé cette table ronde tous les quatre, dont on n'était absolument pas conscient, évidemment, au moment où on était à l'école et où on suivait ces cours, mais il y avait une très très grande cohérence, hein, dans ce qu'on nous a enseigné. Et dans ce, voilà. Oui, cet accent qui est mis sur la matérialité de la transmission. Peut-être que Christine voudra réagir sur ce qui s'est passé à l'université, justement. Pardon. Excusez-moi, oui, c'est un petit souci de micro, mais voilà. Peut-être que Christine donc, voudra réagir sur ce qui s'est passé à l'université. Je voulais juste rebondir sur ce que disait à l'instant Isabelle Dieu, puisque j'ai suivi les enseignements d'Elisabeth Parinet. C'est finalement beaucoup plus tard, quand je me suis plongé de manière un peu plus fine dans la bibliographie de l'histoire du livre, tout simplement pour préparer mes cours, en fait, hein, ici, que j'ai compris aussi à quel point il y avait une spécificité, parce qu'on parlait justement de ces modes d'enseignement, je dirais, chartistes à l'école, et cette spécificité, pour moi, elle reposait sur quelque chose qui, je crois, mais je parle sous le contrôle de Christine, et peut-être que tu affirmeras cela, n'existe pas tout à fait, en fait, à l'université, qui est l'articulation très étroite entre finalement des notions, pour ce qui concerne l'époque contemporaine, importantes d'histoire de l'édition, d'histoire de l'économie du livre, et tout ce qui relève des formes du livre, hein, véritablement, qui est quand même un peu absent, on peut le dire, d'une partie des études universitaires en histoire de l'édition, en histoire du livre, telles que conduites, aussi, ce sont des cours que j'ai suivis aussi à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines par Jean-Yves Mollier, hein, par exemple, qui sont tout à fait admirables, mais qui oublient peut-être un petit peu parfois justement l'objet, hein, lui-même, qui est toujours présent, je crois, Christine, dans nos enseignements. Et donc je ne sais pas si c'est le cas, si c'était le cas aussi à l'université pour la période moderne. Alors, vas-y. Voilà. C'est bon. Oui, alors moi l'expérience dont je peux témoigner, donc je suis de formation littéraire, donc comme Isabelle, j'ai suivi des enseignements qui étaient vraiment informés par la pensée de Barthes, et quand on lit Barthes, on se rend compte qu'il ne veut surtout pas avoir à s'occuper des livres, mais il le dit très clairement, il dit c'est très intéressant, mais moi je ne m'en occupe pas, et il partage avec Genette une sorte de pause, moi, qui m'a vraiment interrogée. Il a un rapport à la bibliothèque qui se veut dilettante. Alors, je fais avec les moyens du bord. Je fais avec la bibliothèque qu'il y a dans ma maison de campagne pendant que je prépare ce cours-là. Genette, il explique qu'il a écrit là, toutes ces... je ne sais plus lequel de ses ouvrages... ça doit être figure 3 sur les questions de narration. Il explique qu'il l'a composé aux États-Unis pendant une tempête de neige, donc il ne pouvait pas aller en bibliothèque, donc il a fait avec ce qu'il avait sur place, c'est-à-dire Proust. Et donc il y a vraiment l'idée qu'on ne doit pas être tributaire des aspects matériels. Et Genette cite une phrase, alors il y a deux versions de Barthes, qui dit qu'il s'est fait structuraliste pour ne pas avoir à aller en bibliothèque. Et la variante, c'est pour ne pas avoir à fréquenter la Bibliothèque nationale. Donc, voilà. Et, celle des années... Oh, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Celle des années 70, en fait, ou des années 60. Donc, c'était une autre Bibliothèque nationale. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ça me semblait faire un écho intéressant avec une hypothèse que suggère... Henri-Jean Martin, qui dit que finalement les études littéraires en France se sont plus orientées vers des aspects rhétoriques ou des aspects structuralistes à cause de l'histoire des bibliothèques françaises. Alors, on ne peut pas limiter ces raisons à cela, mais c'est vrai qu'il y a une proximité en Allemagne et en Angleterre avec les livres anciens en particulier, qu'on n'a pas pu créer de la même façon en France. Et voilà, je trouvais qu'il y avait... peut-être une piste intéressante à explorer de ce côté-là. Et donc, pour ce qui concerne la question de l'enseignement littéraire, donc moi, je ne peux témoigner que de l'enseignement en prépa littéraire
et donc je confirme totalement ce que disait Isabelle, c'était Barthes et Genette, mais Genette lui-même a évolué, hein, notamment avec Seuil en 1987, et donc on a eu un petit aperçu de ce que ça pouvait être effectivement de prendre en compte les questions de forme. Après, un cours d'histoire du livre, finalement, j'oserais presque dire que je n'en ai jamais eu, puisque les cours que j'ai suivis, ce sont des cours que j'ai suivis à l'École normale supérieure, qui étaient faits par des littéraires, mais qui s'intéressaient beaucoup à ces questions-là, qui nous ont vraiment ouvert des perspectives sur la forme du livre, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, voilà, toutes sortes de choses dont on n'avait absolument pas conscience. Et c'est aussi quelque chose qu'on s'est dit quand on a préparé cette table ronde, c'est que pour la prise en compte du livre comme objet, aujourd'hui, c'est peut-être davantage chez les littéraires que ça se pratique que chez les historiens. Mais après, ça peut être discuté évidemment, hein, mais c'était un petit peu l'impression qui ressortait de nos échanges. Oui, du livre comme objet, sachant que oui, on parle là du livre stricto sensu, parce qu'il y a l'ensemble finalement de la galaxie de l'imprimé, hein, qui concerne aussi la presse, enfin l'ensemble de l'imprimé pour le 19e et le 20e siècle, mais ça peut valoir aussi pour des siècles précédents, où peut-être que les historiens sont peut-être davantage sensibles là aussi à la forme de l'objet. Je pense notamment à tous les travaux de Dominique Khalifa, etc., sur la presse, où là la question de l'objet, elle est vraiment centrale, hein, fondamentale chez ces historiens qui ne sont pas du tout des littéraires pour le coup. Hein, donc voilà. Oui, Isabelle, pardon. Ah non, voilà. Oui, non, je voulais effectivement poursuivre, hein, dans cette ligne ouverte par Christine, qui est de dire que peut-être aujourd'hui, ce qu'on voit, enfin ce que je constate, parce que moi je travaille beaucoup avec des littéraires de l'université, c'est qu'il y a vraiment une forme de questionnement qui est porté sur les textes littéraires à travers la forme du livre ou de la revue imprimée, et que aujourd'hui il y a des séminaires qui sont conduits par des universitaires à Paris-Sorbonne ou Paris-Sorbonne Nouvelle sur les formes que peut prendre la transmission de la littérature à travers la forme livre ou revue. Et par exemple, l'année prochaine, à la Sorbonne Nouvelle, Serge Linares propose un séminaire qu'on va co-construire ensemble avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet et l'UMR dans laquelle s'inscrivent des travaux de Serge Linares sur éditer la poésie. Et éditer la poésie, ça va être un questionnement qui va amener autant des acteurs du livre, des éditeurs, des imprimeurs et des poètes à parler de la transmission de la poésie, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ou peut-être un petit peu avant, à travers le vecteur imprimé des revues surtout. Donc ça, c'est vraiment un questionnement. Bon, il y a aussi Hélène Védrine qui travaille beaucoup sur la question des revues. Et puis, de plus en plus, on a aussi des colloques qui s'intéressent à la question du rapport entre le texte et l'image, qui n'est plus du tout considéré effectivement seulement comme une illustration. Donc on travaille beaucoup sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui le livre de création, qui n'est plus le livre illustré, mais bien une co-construction et sur lequel on porte un regard global. On avait fait aussi l'année dernière une petite exposition avec la bibliothèque Sainte-Geneviève et la bibliothèque Sainte-Barbe autour des livres de Claudel, qui sont effectivement extrêmement
intéressant de ce point de vue, puisque avec aussi tout son rapport à l'Extrême-Orient, hein, il a dans ses livres, proposé quelque chose qui relève de l'iconicité, beaucoup plus que de la transmission texte d'un côté, image de l'autre, auquel l'œil formé par la culture occidentale est habitué. Voilà. Oui, Elisabeth, dans cette relation entre le texte et l'image, c'était quelque chose dont je me souviens qu'il était tout à fait au centre de votre enseignement, hein, en même temps. Donc, c'est vrai que c'était. Est-ce que du coup, vous aviez l'impression que là, il y avait aussi une spécificité, quelque chose qui n'était pas abordé justement à l'université? Est-ce que vous aviez connaissance justement de cette particularité qui était de ne pas finalement abandonner la question de la forme du livre, qui se traduisait très concrètement, hein, par des séances en bibliothèque qui, pour des raisons aussi de massification de l'enseignement, ne peuvent que très difficilement avoir lieu dans le monde universitaire? Oui, c'est peut-être là-dessus que je voulais revenir, parce que c'est vrai que on n'est pas... on était... Dans notre enseignement, Annie Charon et moi-même, on était tenus par une obligation qui était quand même de préparer des étudiants dont l'avenir allait être pour beaucoup en bibliothèque. Et donc, même si on avait eu la tentation de rester complètement, et pour moi, elle était peut-être plus forte encore, parce que pour le contexte, à cause du contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, de partir uniquement vers l'histoire de l'édition, et qui était quand même en très grand développement, enfin l'histoire des éditeurs qui était en grand développement à cette période-là, on était rappelé à l'ordre, si on peut dire, par cette obligation qui était de former des gens qui aimaient le livre, a priori, qui souhaitaient en voir, et à qui on voulait donner les moyens ensuite dans leur vie professionnelle de l'apprécier pleinement et de le défendre dans leur bibliothèque. Donc là, on n'avait pas beaucoup de mérite, hein. C'était une obligation qui s'imposait à nous. Mais en même temps, bien entendu, et donc, comme on sait, moi je n'étais pas chartiste de formation, mais j'avais tout de suite, effectivement, ça je l'avais compris en arrivant dans cette maison, que c'était quand même la grande originalité que d'être très proche de l'objet, et c'est ce qui faisait effectivement ces séances en bibliothèque, et de façon générale, pas seulement en bibliothèque, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais aussi pour aller voir les centres de conservation de films, puisque nous allions assez souvent à Bois d'Arcy, ou à la BNF, au département audiovisuel. Donc voilà, on l'avait compris l'une et l'autre, et on essayait de le mettre au maximum en pratique avec les contraintes effectivement matérielles que vous évoquez, par ce type de cours qui n'était plus simplement du didactisme, mais du travail un peu sur le terrain. Sinon, alors, il y a eu, à mon avis, un effacement des littéraires dans les années 80-90, enfin, ils ne se sont pas beaucoup intéressés au livre, il me semble, et à ce que faisait l'école des Chartes et à l'histoire du livre. Et en revanche, ça a été la période où les historiens ont pleinement investi le terrain, me semble-t-il. Je pense que quand on voit que Pierre Nora, je crois que c'est 1982, je me trompe peut-être d'une année, abandonne le séminaire qu'il faisait sur la Révolution américaine, pour faire ouvrir un séminaire sur les best-sellers, et qui a un séminaire qui a duré plusieurs années de suite, aux hautes études. Je crois que là, il y avait un signal que ce qui était en train de se faire, c'est ce moment, l'histoire de l'édition française dont je parlais tout à l'heure, était en train d'avoir un retentissement à l'intérieur d'un monde intellectuel qui, a priori, n'était pas celui de l'école des Chartes. Même chose pour effectivement le travail que faisait Jean-Yves Mollier, et qui va déboucher sur le Centre d'histoire culturelle à Saint-Quentin en Yvelines. Donc là, c'est vraiment les historiens qui s'emparent du livre. Alors peut-être
avec moins d'attention, ça je le concède, à l'objet lui-même, quoique. Mais quand vous voyez les travaux, par exemple, sur les éditions de Minuit, là, on est bien dans de l'histoire et de l'histoire du livre en même temps. Donc, c'est peut-être le plus emblématique, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Oui, y compris plus récemment. Je pense au livre qui a été publié sur Jean-Jacques Pauvert, là, il y a en fait, je ne sais plus, un an et demi, là, enfin, voilà, qui se présente d'ailleurs dans son sous-titre comme une contre-histoire du livre, qui est assez intéressant, mais qui est un livre extrêmement documenté du point de vue archivistique et qui parle aussi bien de l'activité éditoriale et entrepreneuriale de Pauvert que de ses livres, en quelque sorte. Voilà. Et moi, je constate que, par exemple, les historiens des sciences, en ce moment, vont vers l'histoire du livre, justement, parce que les historiens des sciences se sont très peu, les historiens des sciences pour la période contemporaine, hein, je dirais, se sont jusqu'à présent très peu intéressés à l'histoire du livre, et en ce moment, ils ont effectivement des séminaires sur le sujet. Donc, je crois que les historiens, toutes spécialités confondues, n'ont pas complètement abandonné, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où ils ont été beaucoup plus présents, et les littéraires beaucoup moins. Oui, à propos de l'articulation histoire des sciences et histoire du livre, il y a une thèse qui vient d'être soutenue à l'école sur la littérature des gens de mer, qui vraiment interroge de la médecine des gens de mer, et qui interroge justement la forme du livre par lesquels on tente de délivrer un savoir sur la façon de préserver la santé des gens de mer. Je voudrais simplement ajouter à ce que disait Elisabeth que le programme de l'agrégation d'histoire, la question d'histoire moderne qui a été mise au programme en 2020 et qui restera jusqu'en 2022, porte justement sur le monde de l'imprimé, et l'argumentaire fait référence aux travaux fondateurs d'Henri-Jean Martin, donc on sent vraiment l'importance qu'a cette figure pour le rayonnement de l'histoire du livre aujourd'hui. Oui, alors simplement, peut-être pour essayer de résumer un tout petit peu nos questionnements, c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus l'impression que ces questionnements à partir de l'histoire du livre s'inscrivent dans le savoir universitaire, mais on ne peut pas vraiment dire que ce savoir s'est constitué comme une discipline en soi. Il y a eu un moment, effectivement, très très important avec des jalons. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'histoire du livre est une discipline ? C'est quand même extrêmement... On a plus l'impression d'une atomisation de ces questionnements entre des littéraires, des historiens, et puis des entreprises extrêmement précises pour jalonner ces histoires multiples. Maintenant, ça n'est pas du tout quelque chose de négatif que de sentir qu'au contraire que ce questionnement se pose de manière différente, différenciée, mais à travers des champs de savoir à l'université, même si on peut peut-être dire que ce qu'avait imaginé Henri-Jean Martin ne s'est pas produit. Voilà. Oui, c'est des questions, en effet, qui sont des questions qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont celles de, tu les évoquais, Christine, donc la création de chair, de choses comme ça, etc. Alors là, il y a aussi quand même quelque chose qui demeure justement de particulier à l'école des Chartes, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'universités dans lesquelles il y ait des chaires d'histoire du livre, peut-être même pas du tout, en réalité. En histoire de l'édition, un peu, ou alors c'est des historiens qui sont censés être aussi, en fait, avec une spécialisation en histoire de l'édition. Il y a vraiment une spécificité, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, même en histoire contemporaine, je pense à 50 ans en Yvelines, où on a des historiens, un historien du livre, on en a aussi dans d'autres institutions, mais ce n'est pas des chaires d'histoire du livre. Donc c'est assez intéressant sur la question de l'intitulé quand même. Voilà. Je ne sais pas, là, là-dessus, en effet, il y a quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est une ouverture au-delà de l'école des Chartes qui n'a pas
fonctionner, ou si on conserve une spécificité dont on peut être fier, mais qui est censée aussi irriguer dans des milieux professionnels qui, c'était rappelé tout à l'heure, ne sont pas que des milieux universitaires, académiques au sens, je dirais, premier du terme, mais qui sont des milieux professionnels, qui sont ceux tout simplement des bibliothèques. Au fond, les historiennes et les historiens du livre travaillent beaucoup en bibliothèque, sans que pour autant, ils ou elles aient des chaires d'histoire du livre. Alors là, je me tourne aussi à nouveau vers vous. Non, excusez-moi, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ce que je voulais quand même souligner, c'est que on parle du monde universitaire, de la diffusion de l'histoire du livre dans le monde universitaire, mais il y a aussi la vulgarisation. Il n'y a pas une grande biographie aujourd'hui qui paraisse, que ce soit celle de Molière ou un peu antérieure, l'énorme biographie de Victor Hugo, qui ne fasse pas sa place au rapport de l'auteur en question avec son éditeur, avec les formes du livre même, c'est-à-dire les choix d'Hugo en matière de diffusion de son œuvre, qui passent vraiment par le choix de forme du livre. Et il me semble que si on compare ce qu'une ancienne biographie du même auteur, même une biographie qui serait des années 60-70, vous n'avez pas du tout cet intérêt pour l'éditeur, pour la forme des livres choisis, la façon, le rapport financier, enfin tout l'ensemble des rapports de l'auteur à qui est consacrée la monographie, avec toute cette constellation autour du livre. Et là, ça touche un public très large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un public qui n'est pas un public universitaire spécialisé en littérature, pour lui, c'est devenu normal qu'on parle du livre et de ses formes quand on lit la biographie d'un auteur littéraire. Donc là, je pense que là, quand même, c'est un aspect de cette diffusion, de cette espèce de capillarité comme ça, qui fait que l'histoire du livre a infusé dans des domaines qui dépassent l'université, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, avant de repasser la parole probablement à Isabelle, je précise évidemment que la parole peut circuler aussi et que vous avez tout à fait la possibilité de poser des questions aux trois personnes présentes ici à cette table qui n'est pas tout à fait ronde, mais donc qui l'est virtuellement. Pour évidemment amener le débat en d'autres lieux, peut-être imprévus au départ, et évidemment ça s'adresse de la même manière aux personnes qui sont en ligne. Je le signale. Alors, je vais désinstaller cette histoire de protection antivirus. Voilà, ça devrait refonctionner. Voilà, donc il est tout à... Juste, je peux terminer sur cette question de la discipline chartiste et de sa diffusion en disant que vraiment on était arrivé finalement à cette conclusion, en tout cas Jean-Marc Châtelain et moi, en tant qu'anciens élèves de l'institution, cette conclusion qui était que vraiment, et je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la paléographie, on a eu une formation du regard, et du regard critique dans tout ce cursus qu'on a suivi à l'école des Chartes. Et je crois que ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand on construit avec des enseignants-chercheurs de l'université, nous, en tant que professionnels des bibliothèques, qui conservons le patrimoine et qui sommes en quelque sorte des passeurs, c'est d'attirer l'attention des jeunes gens qu'on forme à la recherche, d'attirer leur attention sur l'importance de ce questionnement toujours critique sur l'objet, et en l'occurrence, effectivement, l'objet livre. Et là, on voit très bien, je rêve depuis plusieurs années avec Christine, on finira par le faire, d'un colloque où on mettrait en regard tous les débuts de l'imprimé au XVIe siècle, avec toutes les recherches et les expérimentations du livre
au tout début du XXe siècle, on va dire, et puis du livre Dada, du livre surréaliste, hein, où il y a eu en fait les mêmes questionnements justement sur ce qu'on pouvait imaginer faire à travers ce médium qui était le livre, hein, et qui pouvait être le vecteur d'une modernité absolument incroyable et d'expérimentation tout à fait impressionnante, hein. Quand on regarde un livre dadaïste, ça explose dans tous les sens. Et ce qu'ont fait aussi les premiers imprimeurs, ça a été aussi de tester les différents modes d'impression et d'en faire quelque chose aussi de très foisonnant, de très... voilà, donc je crois qu'il y a ce questionnement qui demeure, hein, même si probablement on n'a pas constitué l'histoire du livre en savoir. Voilà, nous on en était arrivé un petit peu à ça. D'ailleurs, ça nous ramène à des questionnements qui étaient des questionnements portés par Henri-Jean Martin. Ce que tu évoques à l'instant, Isabelle, ce sont des questions relatives à la mise en page, à la mise en texte du livre, qui a donné lieu, on le sait, à des travaux importants, et qui se sont finalement arrêtés à l'époque moderne, où en effet, hein, donc l'enjeu serait de les porter pour l'époque contemporaine, que ce soit pour des publications ou des objets que l'on rangerait, disons, en fait, dans l'avant-garde, même si c'est un terme que j'aime pas trop, hein, personnellement, ou alors pourquoi pas pour des objets communs, hein, plus communs. Moi, je suis très attaché, par exemple, en fait, à évoquer, je dirais, le quotidien du livre au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les éditions populaires qui sont aussi parfois illustrées, les couvertures, les formats, enfin des choses comme ça, etc., qui sont ces objets justement communs où la question de la mise en page et de la mise en texte, au fond, on le voit, est d'une très grande pertinence lorsque l'on s'intéresse à l'objet. Et ça, c'est une question dont moi j'ai l'impression qu'elle est justement pas tellement abordée du côté des historiens, sauf peut-être un petit peu les historiens et les historiennes de la presse, hein, justement, voilà, Elisabeth. Oui, je voudrais citer par exemple le livre qui vient de paraître de Valérie Thénière, oui. Qui est un travail entièrement fondé sur l'analyse, c'est sur les revues, hein, et la question qu'elle se pose, en quoi la forme des revues reflète-t-elle la façon de travailler des intellectuels qui les lisaient, ou inversement, en quoi est-ce qu'elle a influé sur leur façon de travailler. Et donc c'est un travail qui est entièrement fondé sur l'analyse des tables des matières, de la forme même du livre. Complètement. Et ça sur 2 siècles, puisqu'elle vient jusqu'à la période contemporaine. Et c'est vraiment du travail sur l'objet. Elle a consulté des centaines de revues pour voir comment elles avaient évolué, comment elles étaient structurées, qui les rédigeait, comment était constitué. Ça s'appelle au bureau de la revue, parce que justement, au bureau de la revue, c'était l'adresse finalement, et ça représentait le petit noyau qui se chargeait de gérer ces revues. Et donc, à la fois en étudiant la façon dont ces gens ont constitué la revue elle-même d'un point de vue matériel, mais ont aussi conçu les rapports avec les lecteurs et les allers-retours entre le lecteur et les concepteurs de la revue. Elle donne une image très intéressante de la façon dont le travail intellectuel a pu s'organiser au XIXe et au XXe siècle par les revues savantes. Donc voilà, c'est... Comme quoi, il y a encore des choses que l'on peut construire avec ça. Alors, on est encore dans le champ, on est dans le champ des publications périodiques, justement. En fait, la question, c'est la question finalement du transfert de ce type de méthodologie à un ensemble de publications qui ne seraient pas périodiques ou qui entreraient, pourquoi pas, dans le cadre de collections, telles qu'elles sont imaginées dans leur forme moderne, bien entendu, au XIXe siècle, etc., etc. Voilà, Alors moi, je vais juste glisser une page de publicité, mais en rebondissant sur le propos d'Elisabeth. Il y a en ce moment une très belle exposition à la Bibliothèque nationale, en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui s'intitule « L'invention du surréalisme ». Mais je voudrais juste en parler parce que
nous avons exposé énormément de revues, justement. Et il y a un moment où on montre comment la revue littérature, qui est fondée par les futurs surréalistes, comment est-ce qu'elle évolue justement d'un support extrêmement sage qui veut singer un petit peu la NRF qui a cessé de paraître à ce moment-là, hein, avec une table des matières pour le premier numéro qui fait la part belle à Valéry, Gide, enfin, les auteurs les plus reçus qui ont adoubé ces jeunes gens, avant évidemment de devenir tout à fait autre chose sous l'influence dadaïste et en particulier de Picabia. Et on connaît donc ces revues, ces numéros dont les couvertures sont dessinées d'abord par Man Ray, puis par Picabia lui-même. Voilà, donc c'était... Une très belle exposition qui est visible à la Bibliothèque nationale de France jusqu'à la fin du mois de... Jusqu'au 15 août. Donc voilà, parce que comme on a été un peu sevré d'exposition pendant quelques mois, voilà, on peut s'y précipiter là pendant l'été. D'ailleurs, cette question de l'évolution des revues, pour revenir en fait à un domaine alors qui est peut-être moins histoire du livre que chartiste, on la trouve, il y a été fait allusion tout à l'heure dans la revue Document, par exemple, hein, donc alors fondée par Karl Einstein et à laquelle s'adjoint ensuite Georges Bataille, et qui connaît de la même manière, hein, puisque c'est une revue sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, une évolution, je dirais, de la revue d'érudition illustrée, on va dire, hein, dans ses tout premiers numéros, vers la revue qui, pour le coup, fait complètement exploser les cadres, justement, iconographiques et utilise l'iconographie comme un levier pour subvertir, en quelque sorte, au fond, la culture occidentale. Hein, d'un certain moment, enfin, il y a une ambition très, très grande dans cette revue où la bataille joue un rôle tout à fait essentiel. Donc, évidemment, je ne pouvais pas... Voilà, il fallait citer Georges Bataille à un moment, quand même, dans ce colloque du bicentenaire de l'École des Chartes. Ça me semblait tout à fait important. Alors, je renouvelle mon invitation à la salle, réelle comme virtuelle, pour des questions. Et nous pouvons, bien entendu, poursuivre par ailleurs les échanges. Mais ces échanges peuvent aussi tout à fait gagner à se nourrir de vos interventions. Oui, je vous en prie. Alors, je ne sais pas comment on fait pour le micro. Voilà. Je vais m'avancer. Donc, je profite des circonstances. Vous avez évoqué la situation des universités, des chaires universitaires, pour dire qu'en effet, c'est un peu utopique d'imaginer que dans la situation actuelle des universités, on crée des chaires spécifiques pour la très essentielle histoire du livre, à laquelle je crois personnellement. Moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années, assez longtemps, à l'université de Lyon 2, et je voudrais à ce sujet rappeler que c'est plutôt à travers la nouvelle formation au début des années 2000, des masters, que les choses ont pu changer. C'est-à-dire que nos étudiants qui ne voulaient pas devenir professeurs cherchaient des voies de professionnalisation différentes. Et Elisabeth Parinet le sait, puisqu'elle est venue très régulièrement à Lyon enseigner dans le cadre d'un master que nous avions créé avec la participation de l'ENSIB, Monsieur Dupuy-Grenet-Roussy, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Culture de l'écrit et de l'image. Donc c'est tout à fait dans ce qu'on a évoqué là. Et je crois qu'il faut rappeler à ce sujet que ça a été une occasion magnifique de collaboration entre l'université, l'école des Chartes, les départements de la Bibliothèque nationale. Madame Massip est venue également régulièrement. Donc, il y a d'autres voies par lesquelles, justement, les étudiants littéraires et historiens pouvaient aussi intégrer ces différents éléments qui font pas une discipline, mais chacun d'entre eux, enfin, ils contribuent à cette sensibilité aux objets. Et je dois dire que il faut absolument que l'université aussi conserve cette dimension, parce que il faut penser, bien sûr, aux carrières des étudiants. Et cette expérience que j'ai faite personnellement a été magnifique, parce que nous avions des étudiants de toute la France, parce que c'était la première fois qu'on proposait cela. C'est au moment où, justement, Saint-Quentin-en-Yvelines a commencé à s'ouvrir aussi. Donc, je crois que il faut toujours rappeler que le devenir vivant, si vous voulez, du travail que nous faisons, c'est vraiment dans ces collaborations où des établissements aussi exceptionnels que l'École des Chartes continuent ou même inventent des nouvelles manières de travailler qui sont à l'inverse de ce qu'évoquait tout à l'heure Marc Smith
exercice à propos de la paléographie et des enseignants d'histoire à l'université, où on avait le sentiment qu'à partir du moment où l'école des chartes existait, eh ben, on faisait confiance aux paléographes pour déchiffrer tous les documents, et puis que les historiens, eux, les interprétaient. Moi, j'ai déjà entendu ce discours, donc je voudrais dire que je milite personnellement beaucoup dans un sens qui est plutôt celui de renouveler constamment les collaborations entre ces institutions. Voilà, je fais un peu de militantisme. Non, mais merci beaucoup. Elisabeth, Christine? Oui, je voudrais effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner l'importance des masters, et notamment des masters professionnalisants. Enfin, le poste que j'ai occupé avant d'être élu à l'école des chartes, c'était un poste de maître de conférence qui avait été proposé dans 2 sections, la 9e et la 22e, pour faire de l'histoire du livre et pour prendre la direction du master patrimoine écrit et édition numérique. Donc voilà, c'était pour corroborer. Voilà. Oui, même chose, même expérience. L'expérience avec Lyon, qui vient d'être évoquée, mais aussi dans d'autres universités. Mais c'est effectivement quelque chose de relativement récent, cette ouverture et cette collaboration. C'est la fin des années 2000 quand même, ce que j'ai observé, comme si j'en juge par les invitations que j'ai reçues. Oui, Pascal, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Je comprends bien. L'histoire du livre, c'est une véritable science auxiliaire de l'histoire, puisqu'elle est destinée à... Une science auxiliaire de l'histoire, comme toutes celles que nous enseignons, qui est destinée à se diffuser de façon pluridisciplinaire auprès de beaucoup d'utilisateurs, qu'ils soient historiens, qu'ils soient littéraires, et que donc elle est totalement dans les définitions de notre institution. Je me permets, il y a un point qu'on n'a pas évoqué. On a parlé d'une école française d'histoire du livre autour de la figure d'Henri-Jean Martin, et quand même aux yeux notamment des Anglais qui ont davantage développé l'aspect bibliographie matérielle, je crois que la dimension de recherche en archives est fondamentale justement pour définir les différences d'approche qui existent. Et là, je pense quand même que la formation chartiste, les thèses que Henri-Jean Martin a dirigées, et notamment celle d'Annie Charon, celle de Denis Pallier, et puis celle de Jean-Dominique Mello, par exemple, sont vraiment des modèles en la matière qui mettent vraiment en jeu une recherche très, très poussée dans les archives, des aspects d'histoire économique, d'histoire sociale. Voilà, je pense que c'est un aspect... voilà, du coup, on avait prévu d'en parler, puis on a bifurqué sur autre chose. Comme toujours dans les tables rondes. Voilà. Donc, oui, c'est tout à fait juste. Et cette question, alors pour le 19e siècle, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une police en quelque sorte du livre qui, donc, du coup, a sécrété ses propres archives. Hein, donc, jusqu'en 1870, c'est très commode. Hein, donc, voilà. Évidemment, à partir du moment où on entre dans un régime plus démocratique, voilà, on a moins d'archives. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas pour ce type d'objet culturel. Hein, voilà. Mais c'est vrai que oui, la question, en effet, c'est peut-être l'occasion de parler aussi un petit peu des recherches conduites aujourd'hui par des étudiants de l'école des chartes en matière d'histoire du livre. Alors aujourd'hui, sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, hein, donc on va dire, qui sont des recherches dans lesquelles il a fallu aussi se glisser, si je puis dire, dans les anfractuosités de ce qui n'avait pas été fait justement à l'université. On a eu l'impression, c'est une discussion qu'on a eue avec Elisabeth Parinet, je me souviens, il y a quelques années, en fait, parfois que tout était fait, tout était couvert, etc., pour ce qui concernait l'histoire de l'édition au XIXe siècle. Et il a fallu trouver, en effet, hein, donc, des espaces dans lesquels, alors pas toujours facile de se glisser, hein, dans lesquels il y a en réalité énormément de choses à faire. Et je crois que, bon, cette question aussi de la visibilité des recherches en histoire du livre, elle tient, il faut le dire, au faible nombre d'élèves dont nous disposons. Hein. Donc, nous sommes aujourd'hui sur des promotions, je parle sous le contrôle de la directrice de l'école, et donc je sais avec son approbation, avec des promotions quand même très limitées, très restreintes, hein, donc d'une vingtaine d'étudiants par an, ce qui veut dire qu'on a une vingtaine de thèses par an qui doivent se répartir, et c'est logique,
toutes les périodes, toutes les disciplines, tout ce qui est enseigné à l'école. Donc évidemment, en matière d'histoire du livre, voilà, c'est une thèse, 2 thèses par an, mais enfin, je trouve que c'est déjà en fait pas mal. Et souvent sur l'histoire de l'époque moderne comme sur l'histoire plus contemporaine, et avec pour la période plus contemporaine des croisements aujourd'hui entre l'histoire de la presse, l'histoire des périodiques, l'histoire du livre, enfin voilà, tout ce qui relève évidemment de la culture imprimée. Tout dépend si on intègre évidemment les publications périodiques dans le champ de l'histoire du livre, là ça ferait beaucoup de thèses. Mais en réalité, ça ne se pense pas tout à fait de la même manière justement. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas Christine, sur cet aspect-là, sur les recherches contemporaines. Oui, ben, je pense que dans les recherches récentes, il y a toujours la perspective de travailler éventuellement sur un imprimeur ou sur un auteur, mais c'est vrai que la dimension vraiment matérielle est de mieux en mieux prise en compte. Ça a été longtemps le parent pauvre de la recherche en histoire du livre en France. Et je voudrais rappeler la figure de Jeanne Vérin-Forrer, qui est beaucoup intervenue dans les séminaires d'Henri-Jean Martin et qui a sans doute beaucoup contribué enfin, voilà, son cours de bibliographie matérielle, le fascicule, que voilà, j'en ai récupéré un par bonheur. Je crois que c'était un peu le seul cours de bibliographie matérielle qui existait dans les années 60. Et donc cette dimension de bibliographie matérielle, je trouve, est de mieux en mieux prise en compte. L'autre orientation qui me semble vraiment frappante, c'est les questions qui ont été amenées, je pense, par l'histoire de la lecture ou l'histoire des bibliothèques. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail aujourd'hui, alors qui est favorisé par les outils numériques, mais sur les provenances, sur les façons dont les livres étaient possédés, lus, dont ils circulaient, etc. Et ça, c'est une autre dimension qui me semble frappante dans les travaux récents. Après, Christophe, c'est quelque chose dont on a parlé. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on est très sollicité pour des thèses de doctorat, vraiment beaucoup, ce qui est aussi le signe qu'il y a un manque peut-être du côté universitaire. Et c'est vrai que chaque année, on reçoit d'assez nombreuses demandes quand même, auxquelles on ne peut pas accéder de façon systématique. Voilà, et donc moi dans les je ne sais pas s'il faut donner des sujets précis ou pas de ce qui a été fait, mais voilà, pour les thèses les plus récemment soutenues, donc il y a eu une thèse sur les imprimés mathématiques à Paris au XVIe siècle, une thèse sur la bibliothèque des jésuites anglais de Saint-Omer, qui pose des problèmes assez compliqués. Et il y a une thèse sur Simon Milange et surtout son fils Jacques, donc qui était imprimeur à Bordeaux. Je te laisse, je vais chercher les autres. Non, mais enfin là, nous on a eu une thèse l'année dernière sur Eugène Randuel, qui était en fait un grand éditeur justement qui a travaillé avec Victor Hugo et sur lequel il n'y avait pas de vrais travaux approfondis. Ça fait partie justement des domaines sur lesquels j'aimerais que les élèves se lancent davantage. Tout le premier 19e siècle a été finalement un petit peu le parent pauvre de ces recherches en histoire de l'édition. Depuis finalement les années 80-90, la période, je dirais, 1810-1830, avant, je dirais, la monarchie de Juillet, enfin la période de la Restauration en d'autres termes. Et puis là, je sais qu'il va y avoir une thèse qui va démarrer, qui démarre en fait, sur, pour le coup, des périodiques édités par Hachette, des périodiques pour la jeunesse, des choses comme ça, etc., sur lesquels il n'y a pas eu de travaux, justement. Et donc, en revenant aussi sur des domaines, finalement, relativement peu explorés par le travail jusqu'alors. Et ça fait des années que moi, j'aimerais qu'il y ait une thèse, 2 thèses, 3 thèses, 10 thèses sur l'édition théâtrale, qui est vraiment un continent très très peu exploré, sur lesquels il y a beaucoup en fait de sources de possibles, etc. Et qui pose la question, tout simplement, de l'édition papier de textes qui ne sont pas destinés justement à l'édition, qui pour le 19e siècle sont disponibles immédiatement après les représentations, et donc de l'articulation entre l'espace de la scène et l'espace du livre, etc. Ça, vraiment, j'aimerais énormément qu'il y ait plus de travaux sur ces questions-là, pour le 19e et pour le 20e siècle en particulier. Oui, je voudrais quand même dire qu'il y a eu effectivement, dans les années 80, il y a eu la création de l'IMEC, qui a beaucoup marqué.
1988. Et il y a eu effectivement tous les travaux à partir des archives déposées à l'IMEC, soit à partir d'autres archives qu'on allait chercher chez les éditeurs, beaucoup de monographies consacrées à des éditeurs de la fin du 19e et beaucoup du 20e siècle. Mais je voudrais quand même souligner que déjà à l'école des Chartes, les thèses en histoire du livre contemporain évitaient, me semble-t-il, ont essayé d'éviter ce côté systématique de l'étude comme ça d'une production d'un éditeur. Si vous regardez les thèses qui ont été soutenues, Alban Cerisier était déjà sur un terrain qui n'était plus exactement, c'était toujours le livre bien sûr, c'était les clubs de livres, les tout premiers clubs de livres. Donc c'est peut-être plutôt que de faire une monographie d'un éditeur, et on aurait pu en trouver à cette époque-là, puisque je crois que c'est la première thèse que j'ai dirigée ici en histoire du livre, on aurait très bien pu trouver, il y en avait encore de libres, si je puis dire, au début des années 90, mais déjà, on a essayé, les étudiants et moi-même, nous avons essayé d'être sur des terrains un petit peu plus complexes que simplement une histoire, je dirais, événementielle, enfin bon, une liste de publications. On essayait déjà de trouver des angles d'attaque. Et je crois que c'est quand même la caractéristique des thèses qui ont été soutenues ici. Si je pense par exemple à la thèse sur Charpentier, sur Georges Charpentier, c'était bien parce que c'était l'éditeur de Zola, bien sûr, mais c'était aussi quelqu'un qui était engagé dans les publications artistiques. Et donc, l'idée de départ, c'était bien de voir cette complexité chez un éditeur, sans être simplement dans le survol d'une production. Donc je pense que même au moment où triomphait en librairie aussi énormément de monographies sur des éditeurs, pas forcément des monographies directement universitaires, l'école des Chartes a toujours eu, sans doute parce que elle était beaucoup plus attachée aux archives, parce qu'elle était beaucoup plus attachée aux objets, une certaine originalité dans sa façon de traiter même des sujets qui avaient l'air banals au départ, c'est-à-dire des monographies d'éditeurs. Alors, encore des questions peut-être dans la salle. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a, Michel. Encore 10 minutes? D'accord, très bien. Isabelle Oui, je vous en prie. Oui. Il a été beaucoup question de l'objet livre, vous avez beaucoup parlé de papier, vous avez aussi évoqué la période contemporaine, mais il y a quand même une forme de livre qui fait irruption aujourd'hui, c'est le livre électronique. Je sais à quel point l'école des Chartes s'adapte, fait des gros efforts pour s'adapter à la révolution numérique. Donc ma question était toute simple, est-ce que ce sujet du livre électronique rentre dans vos réflexions? Est-ce que... Parce que moi, je dois dire que pour moi, c'est une inquiétude. Hein. Moi, j'aime bien tourner les pages. On m'a offert récemment un Kindle et j'avoue que je n'y arrive pas. Mais c'est quand même quelque chose qui se répand dans notre société. Donc, je me demandais si ce ne serait pas utile de réfléchir à ce sujet. Je peux peut-être répondre, parce que comme c'est moi qui m'occupe du 21e siècle... Alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ces questions, dans le cadre de l'histoire de la librairie, hein, en particulier, sont enseignées. Hein, ça fait partie en fait des cours, même si en réalité les liseuses, dont en effet l'achat a augmenté à la faveur des confinements, et en particulier du premier confinement, ne connaissent pas le succès qu'on escomptait il y a quelques années lorsqu'elles ont été lancées, puisque aujourd'hui on a des petits appareils qui sont des couteaux suisses en réalité, et qui permettent justement, alors qui ne sont pas du tout commodes pour la lecture, mais qui permettent d'accéder en effet à toutes sortes de contenus, qu'il s'agisse d'ailleurs de nos téléphones intelligents, de nos ordiphones, comme je le dis aux élèves chaque année, parce que ça les fait toujours rire quand je leur dis ça, mais je leur dis non, c'est comme ça qu'il faut dire, hein, de nos ordiphones, ou évidemment de nos tablettes. Alors pour ce qui concerne les recherches, évidemment, la question là, c'est celle finalement de l'accès à un certain nombre de sources et d'archives qui permettraient de renseigner, alors
soit des questions relatives aux pratiques et aux usages, et là on est plus dans le champ de la sociologie, et ça peut se solutionner par des enquêtes orales, mais alors pour le coup, bon, moi je suis pas sociologue, quoi. En fait, je sais pas si je serais capable d'encadrer les travaux qui se fondent non pas sur quelques entretiens oraux, donc une collecte de sources orales avec des témoins de l'époque, comme ça s'est fait cette année pour une thèse sur la stratégie éditoriale de la revue pilote par Goscinny, donc où en fait il y avait à la fois les archives papier à la Fondation Goscinny et une collecte d'archives orales auprès d'anciens de la revue pilote. Voilà, on est là dans le champ de l'imprimé. C'est un petit peu, voilà, c'est un autre type d'imprimé. Ou alors, c'est évidemment, ça induit un accès aux archives des éditeurs, des fabricants de tablettes, etc. Et Dieu sait que là, on est sur des enjeux qui sont des enjeux économiques extrêmement forts et où les archives sont aujourd'hui totalement inaccessibles, sans compter qu'elles sont entre les mains d'institutions privées. On n'en est pas encore, en effet, donc, à la question du traitement de ces archives. Alors, on a donc là, ici, évidemment, une question qui se pose. Finalement, l'un des seuls espaces qui pourrait être investi par les étudiants de l'école, ce serait peut-être, du coup, en relation, Isabelle, avec toi, donc chez quelques auteurs, autrices, qui utilisent justement ces outils numériques pour de l'édition contemporaine, à la frontière finalement entre l'histoire littéraire et l'histoire du livre sous des formes renouvelées, mais du coup en jouant aussi sur de l'open access à l'intention justement de leurs lecteurs et de leurs lectrices. Oui, j'allais dire qu'effectivement, ça dépasse le simple cadre de la tablette, mais il y a aujourd'hui effectivement des auteurs, en particulier des poètes, qui utilisent l'outil numérique pour produire des choses qui peuvent être extrêmement prenantes. Avec, par exemple, moi j'avais vu lors d'un colloque qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale il y a quelques années, on nous a montré comment on pouvait faire advenir comme ça le poème vers par vers qui s'avance vers vous sur un fond avec des images, et c'est effectivement une autre façon de faire de la poésie et de s'adresser à son lecteur. Et là, je pense qu'il y aurait effectivement moi, je n'archive pas du tout ça pour l'instant. Oui, parce que ça pose aussi le problème d'archivage. Voilà. Je pense que là, il y a des recherches qui peuvent être absolument passionnantes sur un nouveau rapport à l'écrit, à l'image et au poétique. Oui, d'une manière plus générale, cette question de l'archive numérique est une question qui est prise en charge aussi bien par les archives publiques que par la Bibliothèque nationale de France pour les écrivains. Je pense à toute l'expérimentation qui a été menée jusqu'à sa disparition autour de Pierre Guillotin, dont le département des manuscrits a archivé les textos, les mails, les choses comme ça, etc. Mais qui nécessitait presque une personne à temps complet pour s'en occuper. Alors du coup, évidemment, c'est quelque chose dont l'extension à d'autres figures intellectuelles est un peu problématique, même s'il y a eu des systèmes du coup de flux, de gestion du flux pour que ce soit archivé directement qui ont été créés. Mais voilà, donc tout ça, c'est en effet des questions très contemporaines dont, il faut le dire, s'emparent un certain nombre d'anciens élèves issus de l'école lorsque ils ou elles sont en situation professionnelle, au département des manuscrits, à la Bibliothèque nationale de France, au département évidemment son vidéo multimédia, ex-département de l'audiovisuel aujourd'hui, comme bien évidemment aux archives nationales ou dans des archives départementales, ça va de soi. Mais la question de la thèse ou de la recherche pose d'autres problèmes, en effet, aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'il ou elle soit armé avec les enseignements en numérique qui existent aujourd'hui à l'école pour pouvoir quand même être confronté, en effet, à ce type de documents. Je pense qu'on a bien vu quand même cette difficulté avec la première thèse qui a été soutenue sur les jeux vidéo. Oui, la thèse de Colin Cidre, oui. De Colin Cidre, qui était effectivement assez novatrice, mais il s'est heurté. Et il partait
la période qu'il étudiait, c'était les années 80. 80, oui. Donc déjà, il y avait du recul par rapport à son sujet d'étude, ce qui était bien d'une certaine façon. Il n'allait pas avoir le nez sur l'actualité, mais il s'est heurté à, non pas un mauvais vouloir des acteurs, mais simplement la désinvolture qu'ils avaient par rapport à leurs archives. C'est-à-dire qu'ils n'avaient strictement rien gardé, qu'ils le regardaient comme un martien débarquant dans leur bureau, se demandant pourquoi on cherchait donc. C'est un monde qui n'était absolument pas le leur, et il a eu énormément de mal à trouver ce qu'on attendait de lui à l'école des Chartes, c'est-à-dire des archives sur lesquelles construire. C'est un monde qui est complètement, enfin, si vous y pensez, le monde des jeunes, des startups aujourd'hui, l'idée d'archives, c'est, sauf quand vous entrez dans un grand groupe avec une structure très... Mais tout ce qui est novateur et ce qui est au départ comme ça, comme l'étaient les jeux vidéo des années 80, ça ne laissait quasiment pas d'archives. Et ils avaient énormément de mal à reconstruire ce qu'avait été leur parcours parce qu'ils n'avaient rien gardé. Ça tient aussi à la représentation que ces acteurs, parce que c'était surtout des hommes de cette industrie, j'en avais discuté avec Colin Cidre, avaient de leur propre, fonction et de leur objet, c'est-à-dire quelque chose de très illégitime. Donc finalement, quel intérêt à conserver des choses aussi illégitimes aussi. Voilà, enfin voilà, eux-mêmes, même s'ils tenaient parfois un discours presque d'artification du jeu vidéo, même considéraient que c'était quand même quelque chose d'extrêmement mineur, quoi, on va dire. Et d'ailleurs, on retrouve exactement les mêmes problèmes pour, par exemple, l'industrie phonographique. Donc aujourd'hui, faire une histoire de l'industrie phonographique, c'est assez compliqué, même si elle a une ancienneté beaucoup plus importante. Alors évidemment, il y a Pathé, enfin des gens comme ça, etc. Mais tout simplement parce que beaucoup d'archives sont perdues. Et donc ça tient beaucoup à la question de ce que moi j'aime bien utiliser dans sa dimension polysémique, c'est-à-dire le caractère ignoble, justement, en fait, de certains de ces objets culturels qui pourtant sont des objets culturels dans lesquels nous baignons depuis plus de 100 ans. Enfin voilà. C'est pour ça que j'ai fait une thèse sur l'histoire du cinéma ici à l'école.